Donc, comme je vous le disais dans la première vidéo, vous allez avoir à nous rendre pour cette matière un projet, c'est-à-dire un mini-mémoire. Et donc, je vais vous présenter maintenant en quoi consiste ce projet. Donc l'objectif ici, ça va être, dans un premier temps, d'identifier une problématique économique ou financière. Donc il va falloir vous renseigner un petit peu sur le sujet sur lequel vous voulez travailler. Euh, alors vous n'êtes pas obligé de travailler sur quelque chose d'aussi simple que la loi de Kuhn. En revanche, partez pas sur des trucs trop compliqués non plus. Ok, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, notamment pendant les séances de points sur vos projets, mais sur le forum, etc. Euh, L'idée ensuite, une fois que vous aurez décidé de votre problématique économique ou financière sur laquelle vous voulez travailler, l'idée sera d'estimer un modèle qui va permettre justement euh, d'aller tester la validité de la théorie économique que vous aurez choisie. Il faudra que vous mettiez en place donc, tous les tests de spécification usuels qui permettent de valider le modèle que vous aurez sélectionné pour analyser votre problématique. Okay. Donc là, par rapport à ce que je disais, par exemple, si vous êtes sur une thématique dont on sait que les relations entre les variables que vous étudiez ne sont pas linéaires, ne faites pas un MCO. Okay. Changez de problématique et choisissez un truc linéaire, ou alors choisissez un modèle qui soit adapté. Et enfin, on vous demandera donc d'interpréter les résultats que vous aurez obtenus pour pouvoir mener euh, des conclusions sur un plan économique. Okay. Ça sera peut-être plus clair après. Déjà, je vais vous détailler un peu le process et puis surtout, je vais vous présenter une étude. Donc c'est peut-être que ça clarifiera un peu l'idée. Alors, comment trouver des idées? Comment trouver des données? Des idées, vous pouvez en trouver dans votre cours d'économie, okay, de finance, de macro, etc. Là, vous êtes assez libre, hein, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez toujours aussi consulter un certain nombre de sites d'actualité économique, donc Captain Economics, Freak Economics, Alternative Économique. Il y en a plein d'autres. La liste est absolument pas exhaustive. On vous autorise également et éventuellement, attention parce que c'est un exercice qui est assez compliqué, mais on vous autorise, euh, et pour les plus à l'aise, donc même on vous incite à le faire, hein, à étendre ou à reproduire une étude qui a déjà été réalisée. C'est-à-dire que on pourra vous en proposer. Vous sélectionnez un article de recherche sur une thématique donnée. Un article de recherche, vous les retrouvez sur Google Scholar, hein, sur une thématique donnée. Et puis, typiquement, s'il y avait la loi de Kuhn sur les États-Unis, vous pourriez refaire la loi de Kuhn, mais sur l'Allemagne, la France, la Russie, ce que vous voulez. Ça peut consister en quelque chose de comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut avoir bien compris comment le modèle fonctionne, etc., comment les données ont été traitées pour pouvoir reproduire ensuite la méthodologie qui a été sélectionnée dans l'article que vous aurez choisi. On aura l'occasion d'en reparler et puis n'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus s'il y en a que ça intéresse. Des bases de données, bon là c'est pareil, hein, la liste est vraiment pas exhaustive, hein, mais là on en a déjà quelques-unes, hein, OCDE, FMI, Eurostat, BCE, Yahoo Finance, la Federal Reserve d'Atlanta, mais il y a toutes les Federal Reserve qui ont des bases de données à disposition. Là vous avez les liens, il y a l'INSEE, voilà, il y a vraiment énormément aujourd'hui de données qui sont disponibles. Euh, donc d'ailleurs, quelque chose qui peut être intéressant aussi, hein, c'est de vous balader sur ces bases de données, vous regardez un peu les variables qu'il y a, etc. Et puis comme ça peut vous donner des idées de problématiques de recherche, après enfin de problématiques de projet. Et après, vous allez consulter un petit peu la littérature économique sur le sujet que vous aurez identifié pour voir ce qu'il y a à faire sur le sujet. Alors, d'un point de vue des consignes et de l'emploi du temps sur le projet. Donc, on va vous demander d'avoir défini vos groupes à minima, et de préférence le sujet d'étude sur lequel vous voudrez bosser, avant la mi-février. Donc ça, on vous fera des rappels, mais disons que c'est important que vous ayez un rythme d'avancée assez régulier sur cette matière, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un gros boulot. C'est un gros boulot que vous ne pourrez pas faire la veille pour le lendemain. Donc c'est important euh, que vous avanciez régulièrement sur ce projet-là. Euh, donc mi-février, c'est déjà dans trop longtemps, hein. Dans 2 semaines, ce serait bien que vous ayez vos groupes. Peut-être pas vos sujets de manière définitive en tout cas, mais ouais, essayez d'avancer le plus vite possible. Vos groupes et vos sujets, vous devrez nous les soumettre.
et on devra les valider avec vous. Les groupes, bon, ça c'est surtout pour qu'on le sache, et les sujets, c'est pour pas que vous partiez notamment dans des sujets trop complexes dont on sait que vous aurez trop de mal à travailler dessus. Ensuite, il faudra que vous ayez trouvé et que vous ayez traité vos données avant fin mars. Ça, je pense que c'est un objectif qui est complètement réalisable et, comment, c'est une échéance qu'il faut vraiment que vous respectiez, selon moi. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais disons que la partie économétrique et la partie d'écriture de votre projet va vous prendre un peu de temps. Donc, si vous n'avez pas vos données avant fin mars, vous allez commencer à être un petit peu dans le rush. Le projet est à rendre au plus tard le 7 mai, 2021, donc je crois que c'est un vendredi. Voilà, donc on n'a qu'à dire que ce sera le samedi à minuit, quoi, en gros. Donc, le 7 mai au soir. Ok. Les projets non validés, incomplets ou rendus en retard seront notés 0 sur 20. Ok. Donc là, on sera relativement intransigeant là-dessus, hein. Vous avez tout le semestre pour faire le projet, donc à vous justement de respecter les délais au mieux, de vous organiser au mieux pour avancer régulièrement sur votre projet. Voilà, bon, c'est un conseil que je vous donne. Après, si vous voulez prendre la dernière semaine pour le faire, libre à vous. Mais ça va être compliqué. Vous aurez donc 3 éléments à nous rendre. Premier élément, donc le projet au format PDF. Ok. Donc ça, c'est votre mini-mémoire en quelque sorte. Donc ça va ressembler plus ou moins à un article de recherche en quelque sorte. Vous aurez, donc là, je vous détaille toute la structure après. Et donc là, ça contiendra votre étude. Ok. Je vous détaille la forme juste après. Ensuite, il faudra nous envoyer votre fichier de code, Jupyter Notebook, codé en Python. Donc ça contiendra le traitement de vos données, vos statistiques descriptives, les tests de spécification, vos estimations, etc. Votre code, votre fichier de code doit tourner sans erreur et il devra être structuré et commenté. Ok, c'est-à-dire que là, je suis dans un fichier notebook, hein. C'est peut-être pas du code, mais vous voyez bien que c'est structuré. Il y a des parties, et dans les codes qu'on vous a envoyés pour les semestres notamment, c'est commenté. On ne fait pas du code comme ça qui ne veut rien dire. Voilà. Ok. Il devra surtout tourner sans erreur. Ok, sinon ce sera évidemment pénalisé. Un fichier contenant vos données. Donc ça c'est le troisième élément à nous envoyer pour cette matière. Donc les données doivent être utilisables en tant que telles, hein. C'est-à-dire que quand on fait tourner justement votre fichier de code, ça doit importer les données et ensuite tout le traitement, toutes les estimations, etc. doivent suivre. Si vous êtes dans un dossier Excel, c'est bien si vous avez un petit onglet avec la définition, les sources de vos données, etc. Si c'est dans un fichier CSV ou texte, vous pouvez faire un fichier à côté avec les sources de vos données, etc. Dans tous les cas, on veut les sources de vos données. Alors, quelques conseils rédactionnels et quelle est la forme du projet en tant que tel, parce que j'imagine que jusque-là, c'est peut-être un peu flou. Donc, le projet de mini-mémoire, donc le premier élément, hein, ici, je parle de ça, là, ça fera 15-20 pages maximum, hors annexe. D'accord? Hors annexe, hors bibliographie. Ça, c'est le contenu de votre projet. Ça va de la page de garde jusqu'à la fin de la conclusion. Vous devrez tous respecter ces consignes-là d'une police 11 avec un interligne 1.5. Attention à la mise en page. Donc on sera un petit peu pas sévère, mais on va regarder l'orthographe et la grammaire. Ok. Le texte doit être justifié. Qu'est-ce que ça veut dire justifié pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire que c'est aligné à gauche et à droite. Ok. Et donc vous devrez suivre le plan relativement classique d'un article de recherche, c'est-à-dire une page de garde. Dans cette page de garde, encore une fois, hein, tout ça, ça va peut-être être plus clair quand je vais vous présenter un article. La page de garde, vous avez donc le titre de votre mémoire, la date du rendu,
les noms et les numéros étudiants des membres du groupe, la matière, le nom de vos enseignants, et un paragraphe d'une dizaine de lignes maximum qui résume le contenu du mémoire. Okay, donc là, vous allez dire, j'étudie la de Cohn, je me base sur des données de 80 à 2020 pour la France, en utilisant un modèle X, j'obtiens tel résultat, j'en conclus que. Voilà. En gros, c'est tout simplement ça, ça fait une dizaine de lignes, il n'y a pas besoin de plus. Et ça permet de savoir un petit peu ce que contient votre mémoire. Restez le plus sobre possible pour votre page de garde. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que il n'est absolument pas professionnel, que ce soit en recherche, mais dans une entreprise, de faire une page de garde dans laquelle le fond ressemblera à quelque chose comme ça. Ok, il y en a énormément qui font ça. Évitez, faites quelque chose de sobre. Le maximum que vous puissiez mettre comme image, ce sont les logos, en l'occurrence ici de la fac, mais les logos éventuellement de votre entreprise, d'autres trucs. Voilà. Le plus vous êtes sobre, le plus ça fait sérieux. Donc, prenez le réflexe de faire quelque chose de sobre. Ça, c'est la page de garde. Ensuite, vous commencerez par une introduction. D'accord. Donc là, vous exposez un petit peu le sujet, l'intérêt de la problématique, vous mettez en avant la problématique également. Vous pouvez résumer en un paragraphe vos résultats principaux et éventuellement faire un petit paragraphe pour détailler le plan du mémoire. Il n'y a pas besoin de faire une page avec tout le plan du mémoire d'ailleurs. Ensuite, deuxième partie du coup, hein, ça c'est la page de garde. Première partie intro, deuxième partie revue de littérature. Donc là, la revue de littérature, c'est quelque chose qui est plus important que ce que la plupart d'entre vous ont l'habitude de considérer. Parce que la revue de littérature, c'est le moment où vous allez montrer que vous êtes capable de synthétiser des idées. C'est le moment où vous allez être capable de montrer que vous êtes intéressé à un sujet au travers de la littérature existante sur ce sujet, en lisant différentes sources, etc. Et de synthétiser ce que vous aurez lu, de construire et de résumer, de ramener, de mettre en avant les mécanismes économiques en lien avec votre sujet. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger, cette revue de littérature. Euh, c'est assez important, voilà, de montrer que vous êtes capable de faire ça, quoi. C'est aussi un exercice rédactionnel. C'est quelque chose, c'est un exercice que vous avez assez peu à la fac, donc profitez-en pour vous entraîner cette année dans cette matière, vous entraîner à écrire. C'est quelque chose qui est important de savoir faire, que ce soit pour ceux qui continuent en recherche, mais pas que. C'est extrêmement important pour ceux qui vont continuer à bosser en entreprise. En entreprise, on vous demande tous les jours d'écrire des notes, des choses. Si vous n'êtes pas capable d'écrire correctement, euh, enfin, c'est pas écrire correctement, enfin, on vous demande pas de vous appeler Albert Camus, quoi. L'idée, c'est juste de savoir exposer une idée, montrer quel est le mécanisme qui nous amène à penser cette idée, voilà. Et notamment en étant capable de synthétiser plusieurs idées qui peuvent émaner de plusieurs sources, etc. Ok. Ensuite, vous avez une partie sur les données et la méthodologie. Ça peut être deux parties séparées, hein, vous n'êtes pas obligé de les réunir. Euh, donc là, ici, l'idée, ça va être de décrire en fait les données. Donc là, vous allez dire, mes données sont issues de l'OCDE, elles concernent l'Éthiopie de 1990 à 2015. Elles sont en fréquence annuelle, etc. etc. Et la méthodologie, l'idée là, ça va être de justifier le modèle que vous avez retenu. Pourquoi j'utilise un modèle linéaire, pourquoi j'utilise un modèle autorégressif, pourquoi j'utilise un VAR, etc. Il faut que ça ait un sens par rapport à la théorie économique que vous cherchez à tester. On n'applique pas des modèles comme ça a un sens. À chaque fois, il y a des propriétés qui sont propres à chacun des modèles. Il faut savoir identifier le modèle qui est adapté à la théorie économique que vous cherchez à évaluer. Voilà, après on ne vous demande pas de restituer, de prendre un bouquin d'économétrie, de restituer toute l'économétrie qu'il y a sur les MCO. Okay, l'idée c'est d'être relativement bref, de présenter votre modèle, c'est-à-dire je régresse le taux de chômage sur la croissance du PIB, sur le niveau de la population, ces trucs-là. De dire que voilà, j'utilise un MCO parce que la théorie économique me dit qu'il y a une relation linéaire entre mes variables. Voilà, c'est tout. Il faut être relativement. Faut aller droit au but, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étendre sur des trucs, ça sert à rien. Ensuite,
statistiques descriptives. Donc là, l'idée, c'est pas, c'est pas que c'est pas obligatoire, quoi. Enfin, si, c'est quand même assez obligatoire en fait. Il faut ici montrer quelques faits stylisés, c'est-à-dire montrer un peu l'information qui ressort de votre base de données, mais il faut que ce soit cohérent avec votre problématique économique. Faut pas mettre des graphiques, des nuages de points ou des histogrammes si ça n'a pas de sens avec la problématique de votre projet. Pareil, ça je vais revenir un petit peu là-dessus en vous présentant l'article. Ensuite, vous avez une partie où vous présentez les résultats d'estimation. Donc là, bah, on va revenir aussi là-dessus après, mais l'idée c'est pas de faire un copier-coller des sorties Python. L'idée c'est de prendre les résultats qui sont intéressants et qui servent l'étude. Et l'idée ça va être de les commenter, d'en ressortir quelque chose, de dire bah voilà, j'obtiens tel coefficient pour telle variable, il est significatif, dans un modèle qui est globalement significatif, j'en déduis que la relation entre machin et truc est négative, donc par rapport à la théorie économique, je vais pouvoir en déduire que ci et ça. Ok, et en fonction justement de vos commentaires et des résultats que vous aurez obtenus, vous allez pouvoir conclure. Alors, facultatif, vous pouvez faire une partie robustesse, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les articles de recherche, c'est-à-dire que par exemple, si je regarde les déterminants de la rentabilité, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je peux prendre, mais si je fais une étude sur un marché, sur un cours boursier par exemple, voilà, je fais une étude sur un cours boursier sur le Dow Jones industriel par exemple, et bah, du coup, une robustesse serait de prendre un autre indice boursier pour dire bah, il y a telle relation qui se passe entre le prix du pétrole et le Dow Jones, je vais regarder en robustesse pour montrer que ça peut s'appliquer à d'autres indices boursiers. Je vais regarder la relation entre le prix du pétrole et un autre indice boursier. Ok. Voilà, donc ça peut consister en ça peut consister en plein d'autres choses. En général, on change les données ou alors on va regarder, on va utiliser d'autres modèles pour dire qu'on a pris en compte d'autres types de dynamiques, de choses comme ça. Voilà, bon, c'est facultatif et c'est propre encore une fois, à votre problématique. C'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels il n'y a pas particulièrement de robustesse extrêmement pertinente et essentielle à faire, donc on ne les fait pas. Voilà, donc bref, en fonction de vos résultats, des résultats que vous avez obtenus, vous allez faire une conclusion. Et une conclusion, c'est pas juste 2 paragraphes pour dire ok, on obtient un effet négatif. Non. L'idée là, ça va être de dresser une conclusion sur un plan économique. Donc pour ça, généralement, ce qu'on fait, c'est un plan facultatif, mais en général, ce qui se fait, c'est qu'on rappelle la problématique. On remet donc du coup tout le travail qu'on a fait, on le remet en contexte, on rappelle le plan, on a fait ça, 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 ça. On rappelle du coup les principaux résultats, et à partir de ces résultats, on en déduit une réponse à la problématique qu'on a posée. La loi de Kuhn établit une relation négative entre le chômage et la croissance. La question qu'on pourra s'être posée par rapport à cette théorie économique, c'est la loi de Kuhn se vérifie-t-elle pour la France de 1980 à 2015? Au vu des résultats que l'on a obtenus, nanani, nanana, je peux dire que la loi de Kuhn se vérifie pour la France sur telle ou telle période. Ce ne sera jamais aussi simple, il y aura d'autres choses à dire parce que vous aurez d'autres variables, potentiellement des interactions entre les variables, etc. Mais l'idée c'est ça. Et donc après, pour en dresser des conclusions, là dans le cadre de la loi de Kuhn, ça paraît un peu bête, hein, et l'idée serait de dire il faut booster la croissance si on veut diminuer le chômage. Bon. L'idée évidemment c'est de faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ça. Ensuite, vous auriez une partie bibliographie, où là, vous citerez les auteurs que vous avez lus, notamment pour votre revue de littérature. Tous les auteurs que vous aurez lus devront apparaître dans la bibliographie, enfin, que vous aurez lu. En tout cas, vous aurez mobilisé pour votre projet, devront apparaître dans la bibliographie. Vous mettrez pour ça l'auteur, le titre de l'article qui nous intéresse, la date et la revue dans laquelle il est publié. D'accord, ça peut être des livres,
Éventuellement, ça peut être des articles de presse, mais privilégiez surtout et avant tout des articles de recherche. Je préfère que vous ayez 5-6 articles de recherche que 15, que vous mettiez 15 liens vers des forums ou des trucs. Ok. Et enfin, des annexes, il n'y a, rien de vraiment obligatoire. Si jamais vous avez des résultats de robustesse, des stats desk que vous n'avez pas voulu mettre dans le corps du texte parce que ça prenait trop de place ou des choses comme ça, bah vous pouvez les mettre en annexe, aucun souci. Sur quoi vous pouvez composer votre projet. Bon, en général, vous êtes plutôt sur Word, hein. Sachant que c'est un truc au format PDF que vous nous envoyez à la fin, hein. Donc si vous utilisez Word, vous faites la conversion avant de nous l'envoyer. J'ai cru comprendre qu'au premier semestre, il y en a qui avaient fait des travaux sur LaTeX ou Overleaf, donc bah, libre à vous, hein. C'est bien plus performant que LaTeX pour faire du traitement de texte, hein. Donc s'il y en a qui savent utiliser ça, prenez l'habitude d'utiliser ça. Sinon, il n'y a rien d'obligatoire. Ok, alors maintenant, je vais faire un point qui est extrêmement important. Et vous serez prévenus. Les sources et les citations. Donc, l'intégralité des sources que vous avez utilisées pour le projet, pas les trucs que vous avez lus qui vous a donné des idées, machin. Non, les choses, les sources, les auteurs, les articles, hein, que vous avez lus et utilisés dans le cadre de votre projet doivent être cités, à minima en bibliographie. Je vais vous montrer ensuite, en vous présentant l'article, comment on cite des auteurs. Par ailleurs, un argument avancé, et notamment dans votre revue de littérature, doit être étayé par la référence à un auteur. Okay, donc ça s'appelle l'argument d'autorité, c'est assez conventionnel, c'est pas génial, je ne suis pas spécialement pour, mais bon, c'est conventionnel, c'est comme ça qu'on fait, donc c'est ce qu'on vous demande de faire. J'ai oublié, je voulais dire un truc. Ok, bon, c'est pas grave. Et c'est là le point le plus important, vous ne devez pas faire de plagiat. C'est-à-dire que tout plagiat, à savoir un copier-coller d'un texte ou une partie d'un texte, quel qu'il soit, quel que soit le texte, ou alors tout copier-coller d'une traduction d'un texte ou partie de ce texte traduit, quel qu'il soit, même avec remplacement de quelques mots, okay, sera très lourdement sanctionné. On en a eu des cas de plagiat, ça a été très lourdement sanctionné. Voilà, donc vous êtes prévenus. Okay, et pas la peine de traduire des textes de je sais pas quelle langue, ça se retrouve très facilement. Okay, donc, autrement dit, l'intégralité de ce qui apparaît dans le projet devra être écrit par vous. Je disais tout à l'heure qu'on va regarder un peu l'orthographe et la grammaire. Oui, mais je préfère 100 fois que vous ayez écrit quelque chose avec vos mots, quitte à ce qu'il y ait des fautes, et je m'adresse particulièrement à ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire et ou d'écrire en français, je préfère 100 fois que ce soit un peu mal dit ou qu'il y ait des fautes que vous ayez fait un copier-coller. Ça se voit, mais à 100%, déjà parce qu'il y a des différences souvent de structure, c'est-à-dire que vous faites des fautes et puis tout d'un coup il n'y a plus de fautes. Donc non, pas de plagiat. Pas de plagiat. Écrivez les choses avec vos mots. Entraînez-vous à écrire. De toute façon, vous serez amené un jour ou l'autre à devoir écrire par vous-même. Donc entraînez-vous dès maintenant à le faire. Voilà. Ok. Ensuite, vous êtes autorisé à faire des citations. Mais de façon limitée, hein. Donc vous ne faites pas une citation par paragraphe, ça ne va pas être possible. Et vous ne faites pas une citation d'une page entière. Vous faites éventuellement une ou deux phrases de temps en temps. Évitez au maximum trop de citations. Voilà. Quand vous faites une citation, vous la mettez entre guillemets et vous mettez à chaque fois la source. Vous évitez les paraphrases. Alors ça, c'est un exercice qui est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est pareil, ça se voit. Donc ça, c'est un peu ce à quoi je faisais référence avec même avec remplacement de quelques mots. C'est-à-dire que bien souvent, euh, vous allez lire une doc, vous allez trouver que c'est très élégamment écrit, que c'est joli, etc. Vous allez vouloir faire copier-coller, puis vous allez changer quelques mots pour pas que ça se voit trop. Ça se voit quand même, c'est pas joli, donc évitez au maximum de faire de la paraphrase.
C'est-à-dire que vous allez essayer aussi de reprendre les arguments de quelqu'un et de broder un petit peu autour de la structure de sa phrase pour pouvoir refaire quelque chose. Souvent, ça ne veut rien dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Et encore une fois, on préfère que vous ayez essayé de montrer que vous étiez capable de synthétiser les arguments de plusieurs auteurs en faisant vos propres phrases, plutôt que d'aller chercher des choses qui ont déjà été écrites pour les paraphraser. Encore une fois, pas de plagiat. Si jamais dans le corps de votre texte, vous devez faire appel à des graphiques, des documents ou autres qui ne sont pas de vous, ça peut arriver, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En revanche, déjà, il ne faut pas en abuser, hein, parce que normalement, vous allez avoir téléchargé des données, etc. Donc des graphiques, vous pouvez en faire à partir de ça. Mais bon, admettons que vous soyez dans une situation où vous avez besoin de faire appel à une doc ou autre, vous mettez impérativement la source, pardon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en revanche, quand un graphique est de vous, quand vous mettez un document qui est de vous, etc., vous mettez en dessous source, calcul des auteurs, données, les données que vous avez utilisées. Ok. Alors, bon, pas de panique par rapport à tout ça, ok. Il y a énormément de consignes là que je vous ai données en une vidéo. Vous avez le semestre pour le faire, ce qui veut dire que vous avez du temps. C'est un gros travail, donc mettez pas ça de côté et attendez pas le dernier moment pour le faire. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est en distanciel que vos enseignants ne sont pas disponibles pour vous. Encore une fois, il y a le forum sur lequel vous pourrez poser des questions. Il y aura une séance live par semaine où vous pourrez poser vos questions. Et on fera des séances 9 et 12, où on fera des points avec chacun d'entre vous, enfin groupe par groupe, sur vos projets. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à respecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, vraiment. Attendez pas le dernier moment pour vous mettre sur ces projets-là. Et tout va bien se passer. Et potentiellement, en fait, bah, vous allez pouvoir prendre du plaisir sur cette matière, quoi. Enfin, là c'est le moment où vous allez pouvoir mettre en application bah, plein de choses que vous avez appris, qui jusqu'à maintenant n'ont pas forcément beaucoup de sens. Là, vous allez pouvoir le mettre en application. Quand on code sur un sujet qu'on a choisi, etc., il y a un côté hyper satisfaisant parce que bah, c'est presque. Enfin, c'est palpable, il y a un output, quoi. Il y a des résultats, voilà, on obtient des trucs, on bidouille, machin. Donc potentiellement, en fait, si vous vous donnez assez à fond, sans délaisser les autres matières, bien sûr, hein, mais si vous vous donnez assez à fond dans votre projet, potentiellement, vous allez y prendre beaucoup de plaisir, apprendre beaucoup de choses et y trouver un intérêt dans la compréhension de tout ce qu'on vous apprend, enfin de l'utilité de tout ce qu'on vous apprend depuis votre première année. Voilà. Et donc, bah, pour illustrer tout ça, je vais terminer cette séance en vous présentant un article de recherche euh, relativement brièvement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer un peu la structure, justement, ce qu'on attend de vous dans le projet, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour la dernière vidéo.